Lorsqu'Élodie et Camille Dupont furent admises dans un lycée privé d'élite, principalement composé d'élèves issus de milieux aisés, elles savaient que le chemin serait semé d'embûches, mais elles ne se doutaient pas de ce qui les attendait dès qu'elles franchirent les portails brillants de l'Institut Sainte-Marie. Antoine Martin et sa bande de vauriens s'étaient donné pour mission de les rabaisser. Les jumelles endurèrent chaque insulte, chaque bousculade et chaque mot blessant. Mais quand les brimades dégénérèrent en violence physique, elles n'eurent d'autre choix que de se défendre. Ce que les agresseurs ignoraient, c'était qu'Élodie et Camille étaient ceintures noires dans les arts martiaux, entraînées par leur père, Jean Dupont, qui leur avait appris à ne jamais se soumettre à la haine. Le soleil s'étendait sur les vastes jardins de l'Institut Sainte-Marie, inondant d'une lumière à la fois chaleureuse et implacable les pelouses soigneusement entretenues et les grands bâtiments de briques qui se dressaient tels des gardiens silencieux, veillant sur les élèves rassemblés en petits groupes. Tout dans l'établissement respirait le prestige et la tradition, des buissons taillés avec soin aux allées de pierre polie. Il semblait que le lycée avait été conçu non seulement pour l'enseignement, mais aussi pour rappeler à chacun sa place dans la société. Élodie et Camille, marchant côte à côte, ressentaient déjà ce fardeau avant même d'atteindre l'entrée principale. Leurs uniformes impeccables, leur posture droite et leur visage calme masquaient la sensation d'être observés par des regards glacials et des chuchotements méprisants de la part de leurs camarades. Habituées aux regards et aux ragots, elles distinguaient toutefois là une critique acerbe, un jugement de valeur préalable, comme si leur destin était scellé avant même qu'elles ne puissent prononcer un mot. Ce n'était pas uniquement parce qu'elles étaient nouvelles ou jumelles, mais surtout parce qu'elles étaient noires, un détail qui, dans cet environnement, les faisait ressortir de manière indésirable. Jean Dupont leur avait toujours dit que le monde pouvait être cruel. Il ne leur avait jamais enjolivé la réalité et leur avait appris à s'attendre à des moments difficiles, tout en leur inculquant la force et la dignité nécessaires pour affronter n'importe quelle épreuve. Il avait veillé à ce qu'elles apprennent à se défendre, non seulement avec des paroles, mais aussi avec une habileté et un self-control remarquables pour leur âge. Pourtant, malgré toute cette préparation, pénétrer dans l'enceinte de l'Institut Sainte-Marie ressemblait à entrer en plein cœur d'une tempête. Elles pouvaient percevoir l'orage approcher de loin, mais il leur était impossible d'y échapper. « Regarde-moi ça !» lança un garçon d'une voix forte, sans aucune subtilité, tout en s'appuyant contre une colonne près de l'entrée, arborant un sourire suffisant, accompagné par les rires de ses amis. « Des jumelles ?» ajouta un autre d'un ton moqueur, comme si le simple fait d'être identique constituait déjà une insulte. Élodie jeta un coup d'œil rapide dans leur direction, remarquant comment ils se pavanaient, gonflant le torse comme s'il régnait sur l'endroit. Une vague de colère monta en elle, mais elle la maîtrisa aussitôt. La voix de son père lui revenait en mémoire, ne leur donnait pas le plaisir d'une réaction. De son côté, Camille serra la sangle de son sac, ses doigts se contrastant sur le tissu sombre. Mais, tout comme sa sœur, elle garda une expression impassible. Le lien qui les unissait était si fort qu'elles n'auraient pas besoin de parler pour se comprendre. Ensemble, elles avaient déjà traversé des épreuves et elles savaient qu'elles devaient rester unies. Elles avancèrent d'un pas résolu, les yeux rivés sur les portes imposantes, ignorant la chaleur accablante des marches qui semblaient canaliser l'intensité du soleil. Plus elles s'enfonçaient dans la cour, plus le message se précisait. Cet endroit n'était pas destiné à elles. Les sols lustrés, les immenses fenêtres, les vitrines éclatantes de trophées et les banderoles fièrement accrochées aux murs évoquaient une mise en scène dont elles étaient exclues. « Ignorez-les », murmura Camille d'un ton bas mais déterminé, comme si c'était un rappel pour elle-même. « Je les vois », répondit Élodie d'une voix feutrée mais chargée d'assurance, « mais je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir vaciller. » En approchant des lourdes portes du bâtiment principal, qui s'ouvraient avec un léger bruit mécanique, un courant d'air frais du système de climatisation les frappa, sans pour autant refroidir la flamme qui s'embrasait en elles. Dans le couloir,
Les élèves présents interrompirent leur conversation pour observer l'arrivée des jumelles. Certains regardaient avec curiosité, d'autres avec une hostilité manifeste, et quelques-uns semblaient même divertir l'idée de voir ces nouvelles filles se débattre pour trouver leur place. Élodie balaya la salle du regard, comme pour déchiffrer les frontières invisibles tracées en silence. Elle vit les groupes de voyous rassemblés près des casiers et les filles qui, les ongles soignés, chuchotaient en échangeant des regards pleins de mépris. Chaque détail se grava en elle, chaque regard détourné semblait être un défi lancé. Elle savait que ce n'était que le début. Les regards, les chuchotements et ces mots tranchants dits juste assez fort pour blesser, mais assez bas pour échapper à toute contestation, n'étaient que la première phase d'une épreuve, qui se renforcerait inévitablement. Pourtant, elles étaient prêtes, elles avaient déjà affronté pire. Leur entraînement les avait préparées à braver des tempêtes, même si le ciel au-dessus de l'Institut Sainte-Marie paraissait d'un bleu immaculé. Élodie et Camille sentaient dans l'air cette tension grandissante, comme la promesse silencieuse d'un tonnerre imminent. Elles n'allaient pas prendre l'initiative de frapper en premier. Comme leur avait appris leur père, elles laissaient la provocation venir à elles. Mais si la tempête éclatait, elles étaient prêtes à y répondre avec une force inattendue. Les de Sakesu, premiers jours à l'Institut Sainte-Marie, se déroulèrent exactement comme les jumelles l'avaient prévu. Mais cette connaissance n'allégeait en rien le fardeau. Dès qu'elles franchirent la salle de classe, il était évident que chaque regard était braqué sur elles, non pas avec une invitation chaleureuse ou une curiosité inoffensive, mais avec un jugement froid et silencieux. La salle, d'une propreté irréprochable et baignée de lumière naturelle reflétant sur des bureaux impeccables et des sols brillants, ne pouvait dissimuler que tant les élèves que les professeurs les traitaient comme des étrangères dans ce monde. Les enseignants prononçaient leurs noms sans lever les yeux, avec des voix monotones, et leur attention se dissipait rapidement, comme si les jumelles n'étaient qu'une ligne sur la liste d'appels. Dans les couloirs, la foule se mouvait, de manière à se mettre subtilement en travers de leur chemin, les forçant à dévier ou à ralentir, sous prétexte d'un hasard, mais tout le monde savait pertinemment qu'il s'agissait d'un agissement délibéré. Cependant, Élodie et Camille ne se laissèrent pas déstabiliser. Elles gardèrent la tête haute, avancèrent avec détermination et refusèrent de laisser cette atmosphère oppressante les enfermer. Même lorsque les regards s'allongeaient et que les chuchotements devenaient plus aigus, elles poursuivaient leur route, silencieuses mais résolues. Rapidement, Antoine Martin fit son apparition. Impossible de ne pas le remarquer. Il déambulait dans le couloir avec l'assurance d'un roi convaincu que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Sa chevelure blond platine, soigneusement coiffée comme pour une couverture de magazine, complétait son uniforme porté avec désinvolture, sa cravate souvent dénouée et sa chemise légèrement défraîchie pour afficher son indifférence. « Salut !» lança Antoine un matin avec une voix assez forte pour que toutes puissent l'entendre alors qu'elles se dirigeaient vers leur casier. Ses camarades se regroupèrent autour de lui, riant avec arrogance. « Vous vous êtes perdu en chemin vers l'entrée du personnel ?» se moqua-t-il, ses mots tranchants comme une pique. Camille continua d'avancer, le regard fixé devant elle sans se retourner. Élodie échangea un bref regard avec Antoine, le défi silencieux dans ses yeux, ne laissant aucune place à l'hésitation, et continua sa marche. Elle vit le sourire narquois sur son visage et observa ses amis se lancer des regards complices, se nourrissant de ce moment. Bien que la colère lui montât au cœur, elle la refoula, mais Antoine ne s'arrêta pas là. « Vous n'arrivez même pas à parler le français correctement », lança-t-il en haussant la voix pour que tout le monde entende. « On dirait que vous parlez un dialecte d'un autre quartier. » Le rire qui suivit fut plus vif encore, se répandant dans la cour et attirant l'attention de tous, même de ceux qui jusque-là étaient restés discrets. Élodie serra les lèvres et prit une profonde inspiration pour se maîtriser.
Elle sentait la présence rassurante de Camille à ses côtés, un soutien silencieux qui l'empêchait de succomber aux provocations d'Antoine. Elles continuèrent leur chemin. Au fil des jours, les moqueries s'intensifièrent. Les amis d'Antoine, Julien et Théo, intensifièrent leurs attaques. Ils firent de ces confrontations un jeu, se jeter volontairement contre les jumelles dans les couloirs, faisant tomber leurs cahiers tout en s'excusant de façon feinte, arborant des sourires suffocants qui laissaient entendre « Nous savions exactement ce que nous faisions ». Je ne savais pas que les cours étaient désormais assurés par le personnel d'entretien, murmura Julien un après-midi suffisamment fort pour que tout le monde entende. Peut-être qu'elles ne sont là que pour s'entraîner, ajouta Théo avec un sourire satisfait. Le lycée doit bien garder ses sols impeccables, non? Les jumelles ne répliquèrent pas. Elles ramassèrent leurs affaires, redressèrent leur posture et continuèrent leur route. Mais chaque coup, chaque moquerie accumulait un fardeau qui les mettait à l'épreuve. Le pire était le silence. Aucun professeur n'intervenait, aucun élève ne prenait sa défense, même ceux qui ne participaient pas activement détournaient le regard. Les enseignants, concentrés sur leurs documents ou leurs écrans, semblaient réticents à se mêler de ces injustices, comme si l'image de ce lycée parfait devait à tout prix demeurer intacte. Chez elle, Jean Dupont remarquait les signes, même lorsque ses filles tentaient de les dissimuler. Il les avait entraînées pour se battre, pour se défendre avec habileté et maîtrise, mais aussi pour anticiper les ennuis, pour déceler dans les gestes subtils l'orage qui se préparait. Pendant le dîner, il observait attentivement la tension dans leurs visages et la tristesse dans leurs yeux, sans les forcer à parler jusqu'à ce qu'elles se sentent en sécurité. Lorsqu'enfin elles racontèrent ce qui s'était passé, il les écouta sans interrompre. « Vous souvenez de ce que je vous ai enseigné ?» demanda-t-il d'une voix calme et assurée. « Le contrôle, c'est la vraie force. Ils veulent te faire perdre pied. Ne leur en donne pas l'occasion. » Élodie acquiesça, les lèvres serrées dans une détermination silencieuse. Camille, avec une lueur de frustration dans les yeux, répondit « Il nous bouscule petit à petit, mais avec insistance. » « Chaque jour, ça devient plus fort, » répliqua Jean sans hésiter. « Ils pensent que nous allons craquer. Ils veulent nous voir tomber. Et si jamais ils ne s'arrêtent pas, » compléta Camille. « Alors ils apprendront que nous ne sommes pas du genre à nous effondrer, » conclut Jean, ses yeux déterminés, transmettant la promesse d'une lutte inébranlable. Ces mots résonnèrent dans le silence, un serment que les filles emporteraient avec elles chaque nouveau jour. En arpentant les couloirs de l'Institut Sainte-Marie, avec la tête haute, Élodie et Camille savaient que l'escalade n'était pas une question de si, mais de quand. Et ce moment était déjà imminent. Les jours se succédaient, chacun plus froid et sévère que le précédent, comme si les murs du lycée se resserraient progressivement, leur rappelant que cet environnement ne leur était jamais destiné. Chaque heure était un test de leur endurance. Elles supportèrent les regards, les murmures, les insultes bas de gamme et les rires forcés de ceux qui avaient appris que dans ce milieu, la cruauté était souvent récompensée. Mais sous cette apparence de calme, la pression s'accumulait comme des nuages noirs, prêts à déverser leur fureur. C'est alors qu'Antoine décida que les moqueries et les bousculades légères ne suffisaient plus. Il avait toujours voulu plus d'attention, désireux de voir jusqu'où il pouvait aller avant de provoquer un déclenchement. Et en percevant les premières fissures dans son assurance, il ne perdit pas de temps pour préparer un plan cruel destiné à captiver tous les regards du lycée. Un geste qui humilierait les jumelles de façon indélébile, malgré leur façade impassible. Le stratagème ne nécessitait aucune ruse compliquée. La méchanceté n'exige pas de subtilité quand elle est soutenue par la confiance et un public complice. Un matin, Élodie et Camille découvrirent leur casier couvert de mots de haine, écrits avec de l'encre rouge épaisse qui semblait couler sur le métal. Les injures étaient affichées de manière flagrante pour que tous puissent les voir.
accompagnés de gribouillis faits au feutre noir, dessinant des caricatures grotesques destinées à se moquer d'elle, et des papiers froissés insérés dans les interstices reprenant des messages encore plus cruels, comme si les agresseurs se livraient à une compétition pour être les plus vicieux. Face à ce spectacle, debout, les épaules droites et le visage fermé, le couloir explosa en rires acerbes et méprisants, pendant que les élèves se pressaient pour capturer la scène sur leur téléphone et la diffuser immédiatement. Certains riaient ouvertement, sans retenue, tandis que d'autres dissimulaient leur amusement derrière un geste fin. Mais rien de tout cela n'importait. Chaque éclat de rire, chaque moquerie, s'enfonçait dans les jumelles comme une petite coupure. Antoine s'adossa à un casier, les bras croisés, affichant un sourire satisfait, ses yeux pétillants de victoire. Julien et Théo se tenaient à ses côtés, arborant un air de fierté malicieuse à chaque mouvement. « On s'est dit qu'on vous offrirait une petite déco spéciale pour vos casiers », lança Antoine d'une voix assez forte, feignant une inquiétude ironique. Le rire se propagea dans le couloir comme une vague implacable. Pendant quelques instants, même les professeurs qui passaient semblèrent hésiter, leur regard se posant un instant avant de se détourner, comme s'ils refusaient de reconnaître ce qu'ils voyaient. Camille serra les poings, sentant ses ongles s'enfoncer dans sa paume alors qu'elle luttait pour contrôler sa respiration et retenir la colère montante. Elle savait qu'avec Élodie brûlait une détermination similaire. Ensemble, elles retenaient le désir de réagir, bien que toutes deux soient conscientes qu'ici, un tournant irréversible venait d'être franchi. Une provocation que l'on ne pouvait ignorer, aussi forte qu'un regard accusateur ou un chuchotement malveillant. Plus tard, alors qu'elles effaçaient les marques des casiers à l'aide de serviettes en papier rugueuse fournies en silence par un concierge qui évitait le contact visuel, Élodie rompit le silence d'une voix basse mais résolue. « Ça suffit !» Camille, sans avoir besoin de demander de précision, acquiesça fermement. « Ça suffit !» La décision ne naissait pas uniquement de la colère, mais de la compréhension profonde qu'il ne suffisait pas de survivre, que rester immobile pouvait signifier perdre une partie essentielle de soi à jamais. Avec une clarté absolue, elle savait que la prochaine fois qu'Antoine et sa bande oseraient s'en prendre à elle, elles ne reculeront pas, elles se battraient, exactement comme leur avait été enseigné depuis toujours. Le jour suivant, l'atmosphère à l'Institut Sainte-Marie demeurait lourde. L'air semblait plus dense, comme si une présence invisible pesait sur la cour. Les élèves se rassemblaient dans leurs recoins habituels, parlant à voix basse et échangeant des regards furtifs le long du chemin connu des jumelles. Élodie et Camille, toujours ensemble, percevaient chaque regard et chaque chuchotement, mais continuaient droit devant elles, conscientes de l'affrontement imminent. Antoine Martin se trouvait déjà là, adossé contre un mur de pierre chauffé par le soleil, arborant une expression mêlant ennui et cruauté, comme s'il était convaincu du résultat dès le départ. Julien et Théo restaient à ses côtés, détendus mais les yeux aiguisés, attendant le moindre faux pas. « Les voilà !» lança Antoine en voix haute, attirant l'attention des élèves autour. « On pensait vraiment que vous resteriez chez vous aujourd'hui, se moqua-t-il. » Sans s'arrêter, Élodie poursuivit sa marche, affirmant d'une voix audible pour tous. « Si c'était votre plan, alors vous êtes vraiment pathétique. » Un murmure d'étonnement se répandit parmi la foule. Pendant un court instant, le sourire d'Antoine s'effaça, laissant transparaître une pointe d'irritation avant qu'il ne reprenne son assurance. « Vous avez trop d'audace pour parler comme si vous étiez maîtresse de cet endroit, » répliqua-t-il en se rapprochant, éliminant tout espace entre eux. Camille redressa les épaules et, d'une voix chargée de toute la douleur subie, déclara « Nous appartenons à cet endroit, bien plus que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Vous vous promenez comme si vous étiez les reines, mais au fond, vous savez très bien que, sans votre bande, vous n'êtes que des lâches cachés derrière des plaisanteries basiques et des amis médiocres, enchaîna-t-il, et la réponse d'Élodie laissa Antoine sans voix un instant. « Répétez ça !» lança-t-il, la voix tendue.
Nous l'avons déjà entendu, répondit calmement Élodie. Ah, peut-être que vous ne supportez pas la vérité quand elle vous frappe en plein visage. Antoine, frustré, scruta la foule à la recherche de soutien pour redorer son image. Vous pensez être forte, que vous pouvez parler sans en subir les conséquences? Nous ne pensons pas, nous le savons, répliqua Camille avec assurance, marquant le point de non-retour qui poussa Antoine à abandonner les paroles pour passer à l'action. Sans plus attendre, il lança un coup de poing qui heurta l'épaule d'Élodie, la faisant vaciller avant qu'elle ne se redresse, ancrée comme un chêne. La panique se répandit parmi les présents. Julien se jeta sur Camille, renversant ses cahiers, répandant les feuilles comme un rappel humiliant, tandis que Théo la bousculait avec mépris. « Et maintenant, tu vas courir rejoindre ton père ?» La limite avait été franchie. Fixant Antoine dans les yeux, Élodie déclara d'une voix calme, mais chargée de toute la colère contenue. « Non, nous n'avons plus envie de fuir. » Sans hésiter, elle avança avec des gestes précis, frappant son poing contre la poitrine d'Antoine avec une telle force qu'il vacilla, surpris, laissant échapper un souffle court. À ses côtés, Camille réagit avec la même habileté, s'accroupissant pour renverser Julien de manière imparable, faisant taire ses rires. La cour explosa en cris et en mouvements frénétiques et les élèves se regroupèrent en cercle autour du duel, leurs visages partagés entre stupéfaction et excitation, tandis que les jumelles prenaient le contrôle de la situation. Antoine tenta de se relever, mais son sourire arrogant avait disparu, remplacé par la frustration, alors qu'il chargeait maladroitement contre Élodie. Ses coups n'étant que le fruit du stress et non d'une technique maîtrisée. Pourtant, elle avait anticipé chacun de ses gestes. Esquivant ses attaques désordonnées, elle le frappa avec un coup précis, au ventre, démontrant tout l'entraînement rigoureux dont elle avait fait preuve. Julien, qui tentait de se remettre sur pied, fut stoppé par Camille, qui le maintint fermement et le fit chuter de nouveau. Théo, quant à lui, lança un coup furieux mais fut facilement dévié par Camille qui bloqua son bras et le fit tomber aux côtés de Julien, les laissant étourdis. Antoine, se tenant les côtes, se remit en position pour attaquer, mais reçut un coup sec sous la mâchoire qui le fit chanceler, sa tête se reculant avant qu'il ne perde totalement l'équilibre. Les jumelles ne montrèrent aucune hésitation. Chaque leçon que leur avait transmise leur père se reflétait dans leurs mouvements. Chaque blocage, chaque contre-attaque, chaque coup était exécuté avec une précision sans faille. Elles ne se battaient pas pour impressionner la foule, mais parce que la limite avait été franchie et qu'il fallait maintenant se défendre. Peu après, l'ambiance de la cour, jadis emplie de conversations tranquilles et de pas mesurés, vibrait d'une énergie si intense que l'on aurait dit que chaque pierre répondait au fracas du combat. Le cercle des spectateurs s'élargit, les voix s'élevèrent en un chœur mêlant étonnement et excitation, tandis qu'Élodie et Camille se mouvaient telles une tempête déchaînée, en parfaite synchronisation, leurs coups venant d'une colère retenue, mêlée à des années de discipline rigoureuse. Antoine fut contraint de reculer par la précision des coups d'Élodie. Son regard, autrefois sûr de lui, trahissait désormais la peur, sous le rouge de sa peau et la sueur perlante sur son front. Il s'était toujours cru invincible, protégé par sa réputation et le nombre de ses amis, mais il n'était désormais plus rien de tout cela. Privé de son arrogance habituelle, il se retrouvait face à une adversaire qui ne se laissait pas intimider. « Tu pensais vraiment que tu t'en sortirais sans conséquence ?» dit Élodie d'une voix froide, esquivant un coup maladroit et assénant un coup de coude précis dans les côtes d'Antoine, qui gémit et vacilla. Julien, tentant de se relever, fut stoppé par Camille, qui lui asséna un coup puissant au torse, le faisant chuter sans qu'il ne puisse reprendre son souffle. « Tu as choisi le mauvais camp », ajouta Camille, sa voix tranchante comme une lame, s'approchant de Julien pour lui signifier qu'il n'aurait aucune chance de se relever. Dans une ultime tentative désespérée, Théo saisit un morceau de bois détaché d'un banc et s'élança vers Camille, avec une fureur incontrôlée.
Mais elle, d'un réflexe éclair, détourna son attaque, agrippa fermement son poignet et, d'un mouvement vif, tordit l'objet jusqu'à ce qu'il tombe sans danger, puis enchaîna avec un coup de coude qu'il fit tomber de genoux, désorienté. Et vaincu, furieux et humilié, Antoine se lança de nouveau contre Élodie, ses coups désordonnés issus du panique. Pourtant, toujours une fois de plus, Élodie anticipa son mouvement, attrapa son poignet avec force, le tordit tout en avançant, et planta son genou dans l'estomac d'Antoine avec une précision implacable. L'air s'échappa de lui dans un souffle étouffé alors qu'il tombait, se tenant les côtes. « Tu as eu toutes les occasions de battre en retraite, » déclara Élodie d'une voix résonnante pour tous. « Et pourtant tu as persisté, » ajouta-t-elle en le relâchant pour qu'il s'effondre complètement, son corps se contorsionnant dans une lutte pour respirer. Son visage, sérieux et inébranlable, imposait le ton du combat qui allait suivre. Camille resta aux côtés d'Élodie, son thorax se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration profonde et maîtrisée. Ensemble, comme le jour de leur arrivée au lycée, elles ressentaient que le sol leur appartenait, arraché avec une détermination sans faille. Le cercle des élèves, jadis avide de spectacle, se tut, réalisant que ce combat dépassait de loin une simple bagarre d'adolescents. C'était quelque chose de plus profond, une lutte définitive, une tempête accumulée depuis trop longtemps qui venait enfin de se déchaîner. Peut-être espérait-elle en silence qu'à présent quelqu'un comprendrait enfin la leçon. Plus tard, alors qu'elles effaçaient les graffitis des casiers à l'aide de serviettes en papier fournies discrètement par un concierge, Élodie déclara d'une voix basse mais déterminée « Ça suffit ». Camille n'avait pas besoin de demander des explications. Elle partageait cette flamme intérieure, ce point de non-retour dans leur patience. Un simple hochement de tête suffit pour affirmer « ça suffit ». Cette décision émanait non seulement de la colère, mais aussi de la certitude que survivre ne suffisait pas, que rester immobile signifiait perdre une part de soi à jamais. Avec une clarté absolue, elle savait que la prochaine fois qu'Antoine et sa bande se permettraient d'agir, elles ne reculeront pas. Elles se battront exactement comme elles avaient été entraînées depuis toujours. Peu après, le tumulte s'estompa, laissant place à un silence lourd où chaque seconde semblait concentrer le poids de ce qui venait de se passer. Les agresseurs gisèrent au sol, tenant leurs côtes meurtries et leur fierté malmenée, tandis que les élèves, autrefois avides de spectacles de cruauté, se turent, envahis par une tristesse lourde de sens. Aucun professeur n'était intervenu pendant l'affrontement. Aucun adulte n'avait osé briser la violence aux yeux de tous. Progressivement, les enseignants apparurent, le visage empreint de confusion et d'inquiétude. Même si nul ne feignait une surprise sincère, chacun savait au fond de lui que cet événement était l'inévitable dénouement d'une tension trop longtemps accumulée. On ne pouvait plus faire semblant d'ignorer ce qui s'était passé. Bientôt, la voix ferme de M. Caron, le vice-principal, retentit en fendant la foule. Il se fraya un chemin parmi les élèves, le regard sévère parcourant la scène, où des garçons blessés étaient éparpillés dans la cour, et où les jumelles se tenaient debout au centre, respirant calmement, la posture irréprochable, et affichant une détermination qui ne laissait aucun doute sur qui avait triomphé. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'un ton qui paraissait plus cérémonial qu'interrogatif, tant la scène parlait d'elle-même. Antoine toussa et, entre ses dents serrées, parvint à articuler « Elles nous ont attaqués ». Sa voix mêlait désespoir, peur et l'arrogance de celui qui croit pouvoir détourner la réalité en parlant le premier. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains détournèrent le regard, incapables de fixer les yeux des jumelles ou d'affronter les adultes qui arrivaient, tandis que d'autres observaient, incertains, suspendus entre le récit d'Antoine et ce qu'ils avaient réellement vu. Le visage d'Élodie se crispa, mais elle garda son calme, se rappelant les enseignements de son père. Le contrôle est la véritable force. Ne parle que lorsque cela est nécessaire.
Fixant M. Caron dans les yeux, elle déclara d'une voix assurée: « Nous sommes prises pour cible depuis notre arrivée. Ils ont dépassé les bornes et nous n'avons fait que nous défendre. » Le visage du vice-principal trahit un moment d'embarras avant de reprendre l'expression de rigueur exigée par l'Institut Sainte-Marie. « Nous réglerons cela en interne, » affirma-t-il. « Et tout le monde, venez avec moi, » conclut-il. Les jumelles ne protestèrent pas. Elles échangèrent un regard silencieux, un pacte tacite, et se joignirent au groupe conduit par M. Caron, laissant derrière elles la foule, jadis avide de spectacle, désormais plongée dans un silence désorienté. Dans le bureau administratif, l'atmosphère était froide, les murs paraissant se rapprocher, mais rien n'atténuait la flamme qui brillait au fond des yeux des jeunes filles. Assises côte à côte dans des chaises rigides devant le cabinet du directeur, les mains reposant sur leurs genoux et les regards fixés droit devant elles, elles écoutèrent, pendant que Antoine, Julien et Théo exagéraient leurs blessures pour quiconque voulait bien écouter, déformant la vérité pour se présenter comme des victimes. Peu après, leur père, Jean Dupont, entra dans la pièce avec la sérénité d'un homme qui avait déjà affronté bien pire, passant son regard d'abord sur ses filles, non seulement pour vérifier s'il y avait des blessures physiques, mais pour mesurer la force de leur esprit. Leurs regards se croisèrent, inébranlables, et une fierté silencieuse transparaît entre eux. Il se tourna ensuite vers le directeur, un homme du nom de Lefebvre, dont le costume soigné contrastait avec l'expression tendue de son visage, comme s'il venait d'être contraint de délaisser des affaires bien plus importantes que le bien-être des élèves. « Une enquête complète sera ouverte », déclara M. Lefebvre d'un ton sec, les mains jointes sur le bureau poli. « Toutefois, je regrette de devoir suspendre vos filles jusqu'à ce que les faits soient éclaircis, » poursuivit-il. Quand Jean Dupont prit la parole, sa voix était calme, mais porteuse d'une autorité de roc. « Il est évident que mes filles se sont défendues. Je m'attendais à cela de l'Institut Sainte-Marie. » Lefebvre fronça brièvement les sourcils devant cette accusation implicite, mais se contenta d'un hochement de tête mesuré. Peu de temps après, les parents d'Antoine arrivèrent et l'atmosphère se fit encore plus lourde dans la pièce. Sandra Martin fit son entrée avec une prestance assurée, ses talons résonnant sur le sol, ses yeux flamboyants sous une apparence de retenue. Son mari, Gustave Martin, la suivit de près, la posture droite, le regard fixé intensément sur Jean Dupont et sur les jumelles. « C'est inacceptable !» s'exclama Sandra avant que quiconque ne puisse intervenir. « Notre fils a été agressé, et vous pensez que ces filles violentes se contenteront d'une suspension? Elles devraient être expulsées, voire arrêtées, » rétorqua-t-elle, la voix montant à chaque mot, tandis que M. Lefebvre tentait, sans grand succès, de promettre des mesures. Jean Dupont garda son regard fixe, tandis que ses filles ressentaient la tension mesurée de leur père, intense, mais contrôlée. Il la laissa exprimer sa colère jusqu'à ce qu'elle se tarisse. « Ce n'est pas fini », déclara Sandra d'un ton accusateur. « Non », répondit Jean avec calme mais fermeté, ce mot s'installant dans la pièce comme une promesse tacite, tandis que les jumelles recevaient l'avis de suspension avec dignité, la tête haute, les yeux clairs. La bagarre dans la cour était terminée, mais un nouveau conflit venait à peine de commencer, un combat qui ne se réglerait pas uniquement par des points. En sortant du bureau, accompagnées de leur père, elles savaient, sans l'ombre et d'un doute, que ce qui allait suivre serait affronté ensemble. Au crépuscule, la maison affichait une tranquillité presque trompeuse, accompagnée du murmure lointain de la circulation et du bruissement des feuilles, donnant une apparence de calme, comme si la tempête vécue au lycée s'était déplacée vers un autre lieu, tout en restant en embuscade. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, non par la peur, mais par la certitude que ce qui s'était passé à l'école n'était pas la fin des ennuis. Ils allaient les suivre. Les Martin ne laisseraient rien passer. Jean s'assit à la table, de la cuisine, détendu mais vigilant, les yeux rivés sur la fenêtre donnant sur une rue animée, comme s'il pouvait deviner ce qui allait arriver.
Ses filles étaient assises devant lui, tous trois unis non dans le silence, mais dans une détermination partagée, forgée par l'adversité et la lutte de la journée. « J'avais su qu'il viendrait », affirma Élodie d'une voix posée, énonçant une vérité qui ne nécessitait aucun questionnement. Jean hocha légèrement la tête, gardant le regard sur la rue, déjà en train de réfléchir au prochain pas. Des gens comme eux n'acceptent jamais de perdre en silence. Ils se croient en droit de gagner à tout prix, et quand ils perdent, ils viennent frapper à votre porte, pensant que vous êtes pris au dépourvu. Camille jeta un regard vers la fenêtre, posant les mains sur la table, les doigts immobiles, mais attentifs, méditant sur ces mots avec la précision d'un geste bien orchestré. Ils pensent que nous sommes vaincus, simplement parce que nous avons préféré ne pas réagir immédiatement, murmura-t-elle d'un ton bas, mais assuré. Avant que Jean ne puisse répondre, le bruit des pneus sur le gravier retentit, clair comme un avertissement. Des portières de voitures se refermèrent violemment, suivies par le claquement lourd de souliers élégants sur le trottoir, un rythme d'arrogance et de colère s'approchant de la porte d'entrée. « Ils sont là !» dit Élodie, bien que ces mots fassent désormais figure d'inutilité. Jean se leva avec la tranquillité d'un homme imperturbable, l'atmosphère se chargeant d'une présence inébranlable. « Restez derrière moi », ordonna-t-il, non par peur, mais pour vous. Montrez comment défendre son foyer quand la bagarre franchit le seuil de la maison. Il voulait qu'elle comprenne que la véritable force ne se mesure pas uniquement au poing, mais à la capacité de tenir bon quand le monde tente de vous renverser. Avant même que la sonnette ne retentisse ou que l'on frappe à la porte, Jean ouvrit et sortit sur la véranda, affichant l'autorité tranquille d'un homme qui avait déjà affronté de bien plus grandes tempêtes. De l'autre côté, le visage de Sandra Martin était déformé par la colère, à peine dissimulée. Derrière une façade de politesse contrainte, ses yeux, encadrés par une coiffure soignée et des lunettes de soleil coûteuses, dégageaient une fausse supériorité. Gustave restait à ses côtés, rigide, les poings serrés, le regard fixé sur Jean. « Tu penses vraiment que tu peux t'en tirer comme ça ?» lança Sandra sans détour, avançant d'un pas assuré sur le pavé. « Tu crois qu'en agressant notre fils, tu t'en sortiras sans conséquence ?» ajouta-t-elle. Jean garda son expression impassible, affrontant la provocation avec la constance et d'un roc immuable. « Ton fils a agressé mes filles », déclara-t-il d'une voix basse mais affirmée, et elles n'ont fait que se défendre. « Voilà la vérité, que tu l'acceptes ou non. » « Ne te fais pas passer pour la victime », grogna Gustave d'un ton rugueux en se rapprochant, le mot flottant dans l'air avec une lourdeur désagréable. Mais Jean ne se laissa pas entraîner. « Pas par la colère, mais par la vérité. Vous avez déjà jugé qui nous sommes, et cela ne change rien aux faits. Vous avez élevé un harceleur, et aujourd'hui, ce harceleur a compris ce qui arrive quand on dépasse les limites. » Le visage de Sandra se crispa davantage, ses lèvres prêtes à lancer une insulte de plus, mais avant qu'elle ne puisse parler, Gustave s'avança, trop emporté par sa colère. « Tu crois vraiment pouvoir parler ainsi dans notre quartier ?» gronda-t-il, sa voix montant en intensité alors qu'il lançait un coup de poing désordonné vers Jean, le visage rouge de rage et les yeux emplis d'orgueil. Mais Jean réagit avec précision. Il leva la main pour saisir le poignet de Gustave en plein coup, arrêtant net l'assaut par la force de sa détermination. Les yeux de Gustave s'écarquillèrent de surprise, tandis que Jean tordait doucement son bras, le déséquilibrant avant de le relâcher avec une exactitude implacable. « Vous avez choisi votre chemin » dit Jean d'une voix froide et assurée, « et vous devez en assumer les conséquences. » Gustave, toujours furieux et aveuglé par son orgueil, se lança de nouveau, les mains levées, pour essayer de submerger Jean par sa force brute. Sandra hurla de toute sa force, tentant d'intervenir, mais Jean se déplaça avec agilité, utilisant l'élan de l'attaque pour le renverser. Il attrapa de nouveau le bras de Gustave, le fit chanceler et le jeta sur la véranda avec un coup qui fit vibrer le plancher.
Sandra, désespérée, tenta de frapper, mais Jean saisit son poignet avec une précision maîtrisée, tordant son bras derrière elle pour bien montrer qui était le patron à ce moment-là. Le silence s'installa alors, lourd et définitif. « Vous êtes entré chez moi, dit Jean d'une voix basse et finale, et vous pensiez pouvoir semer la peur ici, mais la peur n'a pas sa place dans cette maison. » Pendant quelques instants, le temps sembla se suspendre sur la véranda, chaque seconde tendue au point de rompre au moindre contact. Les Martin se trouvèrent pris entre la fureur et la peur. Jean maintenait fermement Sandra, tandis que Gustave peinait à se relever, l'orgueil plus meurtri que son corps, et ses yeux, toujours enflammés, dévoilaient une rage vaine qui s'effritait sous le poids de la réalité. « Lâche-moi maintenant !» siffla Sandra, se débattant contre l'emprise ferme de Jean, sa voix trahissant un mélange d'angoisse déguisée en colère, mais révélant sa vulnérabilité. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je sais exactement à qui je m'adresse, » répondit Jean d'un ton glacial et résolu. « Et cela ne m'impressionne pas du tout. » Gustave, enragé, se lança. De nouveau, bougeant maladroitement, comme s'il n'avait jamais appris à se battre, seulement à imposer par la force et l'arrogance. Mais Jean connaissait bien ces types. Il dévia son attaque avec aisance, pivota et utilisa son élan pour le projeter contre la rambarde de la véranda, faisant grincer le bois sous l'impact. « Tu crois que c'est fini ici ?» vociféra Gustave en se relevant tant bien que mal, crachant ses mots entre ses dents serrées, sans réussir à imposer sa force. « Tu es fini, toi et ta famille, » déclara Jean, avec la certitude tranquille de celui qui n'a rien à prouver. « Et tout à protéger. Non, » affirma-t-il calmement en avançant avec la force tranquille d'un homme sûr de lui. « Vous êtes terminé. » Gustave essaya d'enchaîner un coup désespéré, mais Jean, d'un geste sûr, attrapa de nouveau. Son bras le tordit et le projeta au sol avec un dernier coup qui le laissa étaler, haletant, pendant que Sandra criait de panique, incapable de se libérer.